va avoir une campagne qui va être très violente et qui va nécessiter aussi que sans cesse, on déconstruise les mensonges qui sont dits contre nous. Détester Mélenchon et la France Insoumise, ce n'est pas un programme. Et je trouve que, ils sont toujours d'une violence extrême contre nous, mais ils ont quand même compris qu'il y avait une grosse force populaire derrière nous, et donc ils ont peur de nous maintenant. Je trouve que ça enclenche un cercle vertueux qui montre que le peuple est de retour en politique et qu'en fait, on est légitime à le faire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, Mathilde Panot. Bienvenue sur le Fauteuil. Merci pour l'invitation. Comme d'habitude, on commence le Fauteuil avec toujours une question régulière qu'on a toujours avec nos invités. C'est quoi ton premier moment de politisation ? C'est quoi ton premier rapport à la politique ? Je pense que c'est d'abord une colère, moi. J'étais très, très en colère de voir qu'on vivait dans un pays aussi riche et de voir non seulement des gens qui dormaient à la rue, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi, en fait, je suis rentrée par la politique, d'abord par l'associatif, qui est d'ailleurs une forme aussi d'action politique. Avec d'abord un premier engagement à ATD Quart Monde, donc Agir tous pour la dignité. Et à l'époque, je faisais à la fois du théâtre de l'opprimé, qui vient du Brésil, à Augusto Boal. Okay. Au départ, lui, c'est un théâtreux. Il fait d'ailleurs une pièce sur la Révolution française. Okay. Et donc, il fait cette pièce, et puis il se rend compte que le public, quand il termine la pièce, se lève et dit « Ouais, on va aller tout casser, en fait ». Et donc, ça interroge beaucoup sa pratique théâtrale, qui était une pratique théâtrale assez classique. Et à partir de là, il fait ce qu'on appelle donc du théâtre de l'opprimé, que moi, je faisais avec des jeunes à Nancy, qui est le fait, par la pratique théâtrale, de savoir comment est-ce qu'on réagit à telle ou telle situation d'injustice. Donc, en fait, on fait une scénette avec une injustice, généralement qui vient du vécu de quelqu'un, ou alors on simule une grève dans une usine avec des ouvriers, et on fait agir, je sais pas, le patron, quelqu'un qui est l'auteur d'une injustice, et le public peut dire, donc les spectateurs peuvent dire stop quand ils veulent, pour prendre la place de quelqu'un, et essayer d'influer sur le cours des choses, pour dire qu'en fait, on peut changer la manière dont se passent les choses. Donc, je faisais à la fois du théâtre forum, je faisais des bibliothèques de rue dans des quartiers populaires dans les hauteurs de Nancy. Et moi, c'est principalement par là que je suis rentrée dans la politique, et puis par des rencontres aussi, puisque j'avais la chance de faire mes études avec un certain Adrien Clouet, que je connais maintenant depuis 20 ans, qui lui était très engagé politiquement, donc moi, pendant ce temps-là, je faisais plutôt un engagement associatif, et il m'a beaucoup tanné avec son engagement politique, et c'est beaucoup grâce à lui aussi que je suis ici. Adrien Clouet, député de la France Insoumise, qu'on reçoit souvent en médias aussi. Et oui, du coup, de ce que tu nous dis, c'est très lié à la culture, ton engagement. Oui, oui, c'est vrai. Dans l'associatif, on a fait beaucoup de culture. En fait, l'idée de ATD Quart Monde, au départ, donc de l'association dans laquelle j'ai commencé à militer, après j'en ai fait d'autres. Mais au départ, ATD Quart Monde, c'est né dans un bidonville à Noisy, donc on est dans l'après-guerre. Au départ, c'est un prêtre qui fonde ça. Et lui, la première chose qu'il fait, qui fait un gros scandale à l'époque, c'est qu'il crée dans le bidonville un salon de beauté. Okay. Et en disant, en fait, c'est ce qui permet aussi aux gens de retrouver leur dignité. Et ATD, c'est pas une association qui distribue la nourriture, c'est une association qui veut donner les outils aux gens pour qu'ils puissent récupérer leur vie, être maîtres sur leur vie, donc avec beaucoup d'outils d'éducation populaire, etc. Donc moi, j'ai fait ça longtemps avec eux. On faisait des universités populaires. Je sais pas, par exemple, j'ai travaillé avec des gens des Philippines qui vivaient sous un pont sur les objectifs du millénaire pour le développement. Donc des choses qui sont très loin. Et par exemple, ces gens-là, c'était intéressant parce qu'on leur avait proposé un terrain, parce que sous le pont, ils étaient régulièrement inondés jusqu'à la taille, et on leur avait proposé un terrain au sec. Et en fait, ils étaient retournés vivre sous le pont, ce qui faisait dire à plein de réacs que c'était des gens irresponsables, qu'il fallait leur enlever leurs enfants, etc., etc. Or, en fait, la raison pour laquelle ils n'étaient pas restés sur le terrain sec, c'est que s'ils restaient dans ce terrain, alors leurs enfants ne pouvaient plus aller à l'école, si ce n'est à marcher pendant 5 heures pour pouvoir y aller. Et donc, en fait, ils préféraient dire, en fait, on préfère vivre dans des conditions qui sont déplorables, et que nos enfants puissent avoir un avenir plutôt que le contraire. Et du coup, c'était assez intéressant. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui passaient par la culture, effectivement. Et c'est un engagement qui m'a beaucoup appris, et y compris sur... là, par exemple, on parle souvent des 1,2 million de personnes qui sont tombées sous le seuil de pauvreté sous Macron.
En fait, bon, évidemment, c'est pas des chiffres, c'est des personnes. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que pour sortir de la pauvreté en moyenne en France aujourd'hui, il faut 6 générations. Et moi, je me rappelle, par exemple, à Nancy, avoir croisé des jeunes qui, par exemple, quand ils te parlent, ne te regardent plus dans les yeux. Et en fait, ça, c'est des choses qu'ils ont appris de leurs parents. Parce qu'en fait, à force d'être tout le temps méprisés, ils préfèrent ne plus regarder. Donc, en fait, tu leur parles et ils ne te regardent pas. Par peur d'y lire du mépris, alors que très clairement, moi j'étais dans la même assoce qu'eux, enfin je veux dire, on se voyait depuis longtemps, j'ai milité avec eux pendant 2 ans, donc il n'y avait pas de problème a priori, mais c'est juste que dans les corps en fait que la pauvreté elle s'ancre, et ouais, ça m'a beaucoup appris cet engagement militant-là. On va accélérer la vitesse pour parler de la France Insoumise. Tu fais partie des fondatrices du mouvement. T'es pas passé par un système politique, d'intégration de la politique classique. Hein. T'as pas fait le truc de Sciences Po l'ENA, quoi. Enfin, de parcours classique qui emmène du Parti socialiste au reste. Et c'est quoi ton point d'entrée? Comment ça se fait? C'est quand le moment où tu passes justement de cet engagement associatif à la fondation de la France Insoumise? Alors, j'ai quand même fait un parcours un peu classique, puisque j'ai quand même fait Sciences Po. Oui. Et à Sciences Po, il y a quand même plein de gens. Moi, je me rappelle d'une nana que j'avais rencontrée qui me disait « Je ne comprends pas pourquoi en France, elle venait d'un lycée français, elle, à l'étranger, je ne comprends pas pourquoi en France, vous vous plaignez avec un SMIC à 3 000 €. Quand même, c'est pas mal. » Je lui ai dit « Le SMIC à 3 000 €, je te le prends direct. » Une forme de déconnexion. Et en vrai, je le dis un peu en rigolant, mais de violence aussi, oui. Que moi, j'ai vécu... à Sciences Po. Et en fait, le moment où moi je bascule, je bascule pas parce que je fais pendant très longtemps les deux, engagement associatif et engagement politique, c'est le moment où justement j'arrive à Paris pour le master, donc à Sciences Po Paris, et que là je m'engage, à l'époque c'était dans le front de gauche Sciences Po, oui. Et dans les campagnes, la campagne notamment présidentielle de 2012 de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est à ce moment-là que je commence à faire des réunions politiques, de l'action politique, avec une forme de violence aussi au départ, je le dis, parce que à l'époque, on va dire que particulièrement à Sciences Po, il faut imaginer qui est à Sciences Po. Il y avait par exemple dans les camarades qui militaient avec nous des gens qui connaissaient l'ensemble des groupuscules d'extrême gauche dans le monde, ce qui peut être très intéressant quand quelqu'un vous explique, mais qui peut être aussi extrêmement excluant lorsqu'on ne vous explique pas. Et en fait, on était assez peu de nanas à l'époque au front de gauche Sciences Po. Ça s'est amélioré petit à petit. Mais je me rappelle que ma première réunion, j'avais dit à Adrien Clouet, justement, je suis pas sûre de revenir. Où est-ce que tu m'emmènes? Et je suis restée par fierté mal placée. Mais c'était bien, en fait, de rester, parce que, y compris... En fait, l'associatif, ça m'a beaucoup appris. J'ai adoré mon engagement associatif. Après, il y a quand même un moment où vider la mer avec sa cuillère, c'est fatigant. Et on a envie que ça change pour tout le monde. Et moi, c'est principalement pour ça que je me suis lancée dans le combat politique. C'est parce que j'avais envie que ça change vraiment. C'est intéressant ce dont tu as parlé, parce que je pense que c'est quelque chose qui freine beaucoup de gens à aller en politique. C'est le côté première réunion, on te bombarde d'infos, oui. Et tu as l'impression que tout le monde maîtrise, et tu dis mais c'est pas ma place. Moi je connais pas la théorie post-marxiste. Hier je voyais les jeunes insoumis, je leur ai dit soyez inclusifs et inclusives, parce qu'il y a plein de gens, rien que passer la porte de la réunion, c'est compliqué. Alors, se retrouver dans des discussions où on ne comprend rien et où personne ne vous explique parce que c'est considéré comme normal, vous devez avoir tout lu, vous devez avoir... Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui partent aussi à cause de cela. Et là, on est quand même dans une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est un moment qui est extraordinaire à vivre comme militant et militante, parce que c'est le moment où le pays se politise massivement, où les gens s'intéressent aux choses. Et donc, du coup, c'est le moment où, justement, il faut donner toutes les conditions à tout le monde de pouvoir s'investir comme il ou elle le souhaite. Et d'ailleurs, pour vivre cette campagne présidentielle aux côtés du Média TV, on a lancé une nouvelle campagne de dons, parce que le Média TV est en danger, comme beaucoup de médias indépendants. C'est une crise qui touche toute la presse indépendante, et on a besoin de vous pour continuer à couvrir cette campagne et les campagnes à suivre, avec toujours notre charte qui est disponible sur notre site. On est profondément antiraciste, féministe, on lutte contre les LGBT-phobies, et on essaye de vous proposer quelque chose de différent des médias mainstream. Donc pour continuer de nous aider, allez sur CAP sur ledika.lemediatv.fr. Faites-le, je le dis aux gens qui nous écoutent, faites-le, parce qu'on a vraiment besoin de médias indépendants, c'est vraiment une des conditions du débat démocratique.
Et quand on voit ce qui est en train de se passer, notamment avec l'Empire Bolloré, mais pas que, et ce qui s'est passé encore récemment du patron de Canal+, qui annonce que pour les 600 artistes qui ont signé la tribune contre Bolloré, qui n'étaient même pas au départ contre Canal+, mais qui étaient contre la mainmise de Bolloré sur la culture et la création, et que du coup, le premier financeur du cinéma français à hauteur de 40% dit qu'il va les boycotter, bon, non seulement on veut leur apporter notre soutien total, mais il faut aussi évidemment soutenir ceux qui font vivre aussi une information pluraliste, qui n'est pas dans la main des milliardaires d'extrême droite. C'est assez flippant, mais tu m'as fait une transition parfaite. Cette campagne, elle va s'articuler aussi sur le rapport aux médias. Et globalement, on a l'impression qu'il y a l'Empire Bolloré, mais il y a aussi tout le reste des médias plus modérés qui s'adaptent à son agenda. On le voit dans les recrutements de France Info qui va aller chercher des anciens chroniqueurs de CNews. Qui d'ailleurs disent restez sur CNews quand ils sont sur la chaîne du service public. Toujours les réflexes. Bon. Qui ont toujours les réflexes. Comment vous vous préparez à ça ? Est-ce que la stratégie des nouveaux médias justement fait partie de ce process, de cette réflexion ? En tout cas, nous, ça sera une des premières choses dont on s'occupera quand on sera au pouvoir. Je commence par la fin, quand on aura gagné. C'est qu'il faut absolument déconcentrer les médias. Ça, c'est une urgence démocratique absolue, et puis y compris une urgence sociale pour les journalistes qui y travaillent aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, évidemment, vous avez vu que ça a fait hurler et pleurer nombre de médias, le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse maintenant régulièrement des conférences avec les nouveaux médias, qui est une manière aussi de leur donner à la fois de la visibilité, mais aussi de contourner un peu l'officialité médiatique, sur lequel on continue d'aller, mais qui sont de plus en plus des gardes à vue médiatiques, avec, on a vu des mensonges répétés, effectivement un alignement sur l'agenda de l'extrême droite de plus en plus. Et donc, on a besoin de trouver des espaces pour contourner tout cela, d'autant que cette campagne présidentielle, en plus de cette mainmise encore plus forte des milliardaires sur l'information, elle va avoir je dirais pas une nouveauté, mais une difficulté supplémentaire qui va s'accroître encore, c'est la question des ingérences étrangères. On a vu là dans les élections municipales, et ça a été encore confirmé récemment, que donc il y a eu des ingérences étrangères confirmées qui viennent directement d'Israël sur les campagnes municipales de Sébastien Delogu, de François Pigmal ou encore de David Guiraud, pour donner un exemple de ce que ça donne, parce que pour beaucoup ça a été des raids numériques, plutôt sur des actions sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, Sébastien Delogu avait dans les rues de Marseille des affichettes qui étaient collées d'une certaine Sophie qui affirmait que Sébastien Delogu l'aurait violée. Et ça, c'était l'ingérence étrangère qui vient directement de proches de Netanyahou, dont on essaye de remonter la piste. Donc, je veux dire, ça a vraiment des effets qui sont extrêmement graves et qui vont faire qu'on va avoir une campagne qui va être très violente. Et qui va nécessiter aussi que sans cesse, on déconstruise les mensonges qui sont dits contre nous. Alors, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant qui s'est passé dans les élections municipales, notamment suite à la violence qui s'est déployée contre nous. On avait plusieurs épisodes de violence, mais notamment suite à la mort de Quentin de Ranc. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, peut-être que certains comprennent que les médias, c'est pas la vraie vie. Et qu'il y a plein de gens qui ne croient plus l'officialité médiatique lorsqu'elle nous qualifie ici d'assassins, ici de racistes, ici, etc., etc. Donc, mais c'est évident qu'on a une difficulté qui est immense et que donc, il faut non seulement déployer du terrain, mais aussi déployer un démontage des mensonges qui sont dits sur nous en continu. Et donc, en général, il ne faut pas croire ce qui est dit sur nous à la télé. On va revenir sur ton parcours, c'est un petit aparté sur les médias, mais juste aussi pour préciser qu'on a fait un entretien avec François Pigmal que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Média TV, notamment pour parler de ces ingérences étrangères et des procédures d'appel qui sont en cours dans le cadre de l'élection municipale. Donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne, on en a fait 2 d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Tu prends la tête du groupe parlementaire en 2022, dans ce même contexte d'attaque, parce que les attaques médiatiques sont de plus en plus violentes, mais ça fait très longtemps que la France Insoumise aussi subit ce genre d'attaque. Comment tu l'as vécu ? Tu étais prête à ça ? Comment ça se passe, la gestion de ce groupe parlementaire ? Comment tu t'es retrouvée à ce degré de responsabilité ? Alors, j'étais prête et pas prête. De toute façon, on a tous appris sur le tas. Il faut se rappeler que la France Insoumise, elle rentre pour la première fois à l'Assemblée nationale en 2017 seulement. Et qu'en 5 ans, on a quand même multiplié par quasiment 5 notre nombre de députés.
Donc, avec des gens qui n'ont jamais été élus pour un grand nombre d'entre eux. C'était par exemple mon cas. Et qui donc, apprennent plein de choses sur l'État. En même temps, je dis, j'étais prête aussi parce que depuis 2019, en fait, j'étais vice-présidente du groupe. Donc, en fait, je gérais déjà beaucoup de choses du groupe. Moi, la plus grande fierté que j'ai dans le groupe parlementaire, je le dis souvent, mais pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on a réussi à démontrer en étant à l'Assemblée nationale. C'est d'abord que tout le monde peut faire de la politique et que même on en fait mieux que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Quand on est arrivé à l'Assemblée, mais il faut imaginer le niveau de mépris qu'on avait à notre rencontre. Je me rappelle, alors il y avait Caroline Fiat, première aide-soignante élue à l'Assemblée, qui était la députée Bac-2, Jean-Hugues Ratenon, qui était au RSA, activité député de La Réunion, qui pose une question au gouvernement sur l'augmentation de la pauvreté dans notre pays, et le Premier ministre lui répond, ou le ministre, je ne sais plus, lui répond en disant « De toute façon, vous ne dénoncez pas la misère, vous en vivez ». Enfin, des choses, mais qui étaient hallucinantes. Et je trouve que, ils sont toujours d'une violence extrême contre nous, mais ils ont quand même compris qu'il y avait une grosse force populaire derrière nous, et donc ils ont peur de nous maintenant. Et je trouve que le fait d'avoir eu, et d'avoir toujours, alors je disais une aide-soignante, une ouvrière agricole, Mathilde Ligné, qui est élue actuellement, un chauffeur de taxi, enfin plein de... Rachel Keke, qui est élue de 2022 à 2024, je trouve que ça enclenche un cercle vertueux qui montre que le peuple est de retour en politique et qu'en fait, on est légitime à le faire. Et je pense que ça, c'est un message qui est très, très important, notamment dans un moment où on a eu de cesse de dire aux gens, qu'ils étaient dépolitisés, notamment aux gens des quartiers populaires, ce qui est insupportable à entendre. Et deux, qu'en fait, il fallait être un peu expert pour pouvoir s'occuper de la politique. Moi, je vois souvent des enfants en classe qui me demandent, il faut faire quoi comme étude pour être député ? Et je leur dis, rien de spécial, en fait. Et je pense que c'est hyper important pour justement redire que le peuple ne se laissera pas exclure de la politique et qu'on ne laissera pas des décisions se prendre en notre nom sans qu'on puisse être là et sans qu'on ait notre mot à dire. Et je pense qu'on dit notre mot à dire assez fort et assez haut et que ça permet, notamment dans la période où ils sont devenus minoritaires, de contrecarrer à de nombreuses reprises leurs plans. On tourne cet épisode quelques jours après l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. C'est toujours les mêmes discussions à gauche. Il y a des gens qui disent que c'est une erreur stratégique parce que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas capable de rassembler. Mais on a envie de poser la question inverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à gauche qui est capable de faire 22% au premier tour? Est-ce que cette critique, elle a une résonance? Tu trouves c'est juste des gens qui pensent en intérêt partisan, ou c'est quelque chose qui peut vous poser une difficulté pendant la campagne? On nous l'a fait à peu près à chaque élection. Oui. Rappelez-vous, en 2022, on nous expliquait que de toute façon, la gauche ne pourrait jamais gagner l'élection présidentielle de 2022 et que de toute façon, ce qui se jouait, c'était 2027. Oui. Donc en fait, on nous le fait à chaque fois. Et en fait, ceux qui font ça, non seulement dégoûtent des gens, essayent de mettre le pays dans un espèce d'état de on peut rien faire, on peut rien changer, un état de désespoir absolu. Et je pense que le lancement de notre candidature et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon montre au contraire qu'il y a une forte envie dans le pays d'inventer un autre avenir ensemble. Il n'y a qu'à voir le nombre de signatures sur Mélenchon2027.fr. C'est impressionnant. La dernière fois, on avait mis 4 jours à obtenir les 150 000 parrainages citoyens pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, on a mis moins de 24 heures. Et là, à l'heure où on enregistre cette émission, on est à peu près à 273 000, si je suis exact. Soutien. Faire de prédiction sur combien dans 10 jours, mais... Exactement. Mais ce qui est en termes de dynamique, personne ne peut faire ça dans le pays. Enfin, je veux dire, c'est la construction d'une force politique. Et Jean-Luc Mélenchon, contrairement à toutes les caricatures qui sont faites sur lui, moi, je vous demande, qui est-ce que vous connaissez autour de François Ruffin ? Qui est-ce que vous connaissez autour de Raphaël Glucksmann ? Vous ne connaissez personne. Alors que Jean-Luc Mélenchon, qui est décrit comme l'homme égotique par excellence, est celui qui non seulement a fait émerger toute une génération et une équipe, voire des équipes qui sont prêtes à gouverner. Et puis surtout, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un aventurier de ce qu'on fait en politique. Jean-Luc Mélenchon, il a une haute conscience du temps long
dans lequel on s'inscrit. Nous, on ne fait pas la France insoumise pour s'imaginer être une fois ministre, Premier ministre, président, pour être les gestionnaires de la France pendant 5 ans. Nous, on fait la force politique de la France insoumise en pensant le temps long dans lequel on s'inscrit et justement la manière dont on veut changer profondément ce pays et l'avenir qu'on propose notamment aux jeunes générations. Donc, cette question du temps long, elle est importante. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un extraordinaire candidat. C'est quelqu'un qui a une culture historique qui est immense, une profondeur politique, qui est quelqu'un qui est reconnu, y compris internationalement, par des chefs d'État, y compris parce que Jean-Luc Mélenchon est un des rares qui s'est toujours intéressé à l'international, ce qui n'est pas du tout le cas du reste des partis politiques, ni à gauche, ni à droite, ni nulle part. Qui arrive à évoluer sur ces questions aussi, parce que si on compare avec des positions précédentes, notamment la réflexion qui est en cours sur la Palestine et sur notamment l'opposition, ça c'est une critique qui est souvent faite sur les précédentes positions de Jean-Luc Mélenchon en 2016, etc. C'est les soutiens de Ruffin ou de Roussel en parlent souvent sur les réseaux, mais c'est pour le coup le seul politique qui arrive à dire « Ok, j'évolue sur cette question parce qu'on m'a convaincu de ça ou ça ». Par exemple, en 2016, moi je me rappelle que j'avais fait rencontrer à Jean-Luc Mélenchon un ami qui était à ce moment-là dans la plateforme Stop au contrôle aux faciès. Et Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons dans son histoire, était encore dans un moment où il voulait dire « je fais confiance à la justice, à la police », avait des difficultés à appréhender ce que c'était les violences policières. Et moi, je me rappelle de cette discussion avec Issa où il lui dit, en fait, dès qu'on a 8, 10, 12 ans, dans un quartier populaire, notre lien avec la République, c'est l'école et sinon c'est la police, il n'y a que que ça. Et en fait, dès 8, 10 ans, 12 ans, surtout quand tu es un jeune homme, on t'apprend que tu es étranger dans ton propre pays. C'est ça le contrôle aux faciès en permanence, en fait. Et par exemple, ça, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui, aujourd'hui, le porte complètement. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, il y a aussi le fait d'à la fois de discuter, d'être très en lien avec les différents mouvements sociaux, collectifs, intellectuels du pays, qui fait que, on est aussi capable de dire, de changer d'avis, d'avancer sur des questions, de faire avancer notre programme toujours en mieux. Et ça, c'est aussi une force de Jean-Luc Mélenchon, oui. Et la stratégie de la France insoumise, c'est pour le présidentiel, évidemment, c'est un peu caricatural, mais est-ce que c'est d'augmenter la participation dans les bastions forts, dans les quartiers populaires, etc. Parce que j'ai l'impression que l'analyse que fait la France insoumise des électorats, c'est toujours les électorats sont pas stables et on peut les faire augmenter. Et j'ai l'impression que le reste de la gauche se dit « Ok, pour gagner, j'ai 7%, il faut que j'aille récupérer les 12 de chez Macron, les 3 de je ne sais qui. » Et qu'il n'y a pas une volonté d'aller chercher un électorat qui n'existe pas, en fait. Déjà, le fait de vouloir faire une primaire, c'est déjà un signe de cet entre-soi, en fait. De dire, on va essayer de se convaincre entre gens déjà convaincus, de savoir qui est le meilleur. Puis après, on connaît l'histoire. Généralement, celui qui a gagné n'est pas soutenu par celui qui a perdu, qui va soutenir parfois un autre candidat. Enfin bref, on connaît l'histoire. Donc, à mon avis, c'est assez juste comme analyse. Par exemple, nous, aux élections européennes, on a réussi à faire 1 million de plus de voix pour la gauche du rupture. Donc, à chaque fois, nous, notre but, c'est pas juste dans les bastions forts, parce que je trouve que ça a été beaucoup caricaturé du fait notamment de Ruffin, je le dis très clairement. Par exemple, je ne sais pas dans le système Ruffin où est-ce que moi j'appartiens. Je veux dire, moi, je suis élu à Ivry-sur-Seine. C'est vrai que c'est une bonne question. Mais par exemple, moi, j'ai grandi à Saint-Privé-Saint-Mémin, dans une ville de 4000 habitants, dans le Loiret. Donc, vous comprenez le problème, quoi. Bon, bref. Mais du coup... en fait, notre but principal, c'est de redonner le goût de la politique aux gens et donc de ramener massivement les gens aux urnes. Alors évidemment, les endroits où il y a le plus d'abstentionnistes, il y a évidemment dans les quartiers populaires, mais il y a aussi partout sur le territoire la question de la jeunesse. Il y a les plus précaires de ce pays, qui sont aussi ceux qui votent le moins. Et donc, nous, on est par exemple fiers à la France insoumise d'être quasiment les seuls à faire tous les ans des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Moi, à l'époque, j'avais lancé les caravanes d'égalité des droits quand on avait lancé la France insoumise. Ça existe depuis 2016, on le fait chaque année. C'était à la fois sur l'accès à la citoyenneté politique, donc l'inscription sur les listes électorales, mais aussi à la citoyenneté sociale, donc l'accès aux droits.
Et en fait, quand on voit qu'il y a quasiment 11 millions de personnes dans notre pays qui sont non inscrits ou mal inscrits parce qu'ils ont déménagé, vous comprenez que c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur démocratique, de dire c'est pas normal qu'il y ait des millions de gens qui puissent pas donner leur avis sur ce qu'ils veulent pour le pays et pour eux-mêmes. Mais surtout, ce qui est délirant, c'est que depuis 2016, l'État refuse de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Parce qu'ils savent très bien que ceux qui ne vont pas voter, ceux qui s'abstiennent massivement, sont aussi ceux qui iraient sanctionner leur politique. Oui. Donc nous, on est fiers de faire ce travail-là. Et puis quand même, quelque chose qui donne de l'espoir, je trouve, pour la campagne de 2027, c'est qu'on a quand même 4,2 millions de jeunes qui ont eu 18 ans entre 2022 et 2027, donc ils vont pouvoir voter pour la première fois. Et on a quand même la chance d'avoir dans ce pays une jeunesse qui est massivement antiraciste, antifasciste, féministe, consciente des enjeux écologiques. Et puis l'autre chose, c'est moi quelque chose qui me parle particulièrement. C'est ce dont parle Vincent Tibéry dans son livre « La France est-elle de droite ?» Il dit « Pour la première fois, on observe une socialisation à l'envers ». En fait, il dit pendant des années, pendant des décennies, la socialisation, elle se faisait du haut vers le bas, c'est-à-dire des générations les plus âgées vers la jeunesse. Un professeur dans une école, des grands-parents ou des parents dans une famille, etc. Et il dit pour la première fois, on voit l'inverse. Et l'exemple parfait, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les associations féministes, c'est l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Pourquoi ? Depuis 50 ans que l'avortement est légalisé en France, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat. Donc, pour changer la Constitution, il faut voter dans les mêmes termes, Assemblée, Sénat. Oui. Or, c'était impossible, puisque en 50 ans, il n'y a jamais eu de vote favorable du Sénat. Donc, ce que faisaient les lois, c'est qu'elles allaient à l'Assemblée. Au Sénat, ils votaient contre. Et puis, le dernier mot allait à l'Assemblée, qui votait pour. Oui. Et d'ailleurs, avant que nous, on arrive à le faire voter pour la première fois dans notre niche parlementaire, en septembre, il y avait eu une tentative au Sénat, et cette tentative avait échoué. Alors, pourquoi est-ce qu'en février d'après, au Sénat, la constitutionnalisation du droit à l'avortement a été votée ? Et bien ça, c'est des sénateurs et sénatrices qui racontent que leurs filles, petites filles, nièces, sont venues les voir et leur ont dit « Je ne viendrai plus jamais te voir à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir aux vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir si tu ne votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. » Et du coup, ça a fonctionné. Et ça a même continué le processus puisqu'il y a encore plus de votes au Congrès quand on a rassemblé Assemblée et Sénat que le cumul des votes qui avaient vraiment eu lieu à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez parler à vos grands-parents. Parce que nous, les grands-parents, on ne les touche pas. Enfin, souvent, ils sont touchés par la télé ou autre. Et en fait, cette socialisation inversée, on va la voir dans les votes aussi, j'en suis certaine. Mais c'est déjà le cas. Enfin, je pense que moi, ma grand-mère en Tunisie, elle vote pour qui je lui dis de voter. Hein, donc, par exemple. Non, mais, c'est un exemple de socialisation inversée. J'ai précisé en Tunisie pour qu'il n'y ait pas ensuite une polémique de j'oblige ma grand-mère à voter les filles ou je ne sais quoi. Je voulais te parler encore de... C'est pourtant un très bon conseil. Oui, je voulais te parler de ce contexte à gauche. Il y a toujours un petit côté où on se demande si certains sont vraiment candidats à gauche pour gagner ou s'ils y vont juste, comme tu l'as dit tout à l'heure. Avant, en 2022, ils disaient non, mais c'est pas la bonne élection, la bonne élection, c'est 2027. J'ai l'impression que en faisant un peu de sciences politiques, est-ce qu'ils y vont uniquement pour les législatives, pour avoir l'exposition médiatique qui va avec il y a un petit côté... Je ne sais pas s'il y a un problème de sincérité politique dans la chose, de dire non, on peut gagner sur cette ligne-là, sur cet agenda-là, alors que l'idée, c'est plutôt d'exploiter la campagne comme outil pour les législatives. Il y en a, c'est une campagne de notoriété. Il y en a d'autres qui, effectivement, ne pensent déjà qu'aux législatives et aux législatives en se disant déjà que les présidentielles, c'est perdu. Donc ça, c'est évident qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et par ailleurs, je trouve que ça donne un spectacle un peu lamentable, en fait, quand on regarde la manière dont ils sont tous en train de se pouiller entre eux. Et enfin... Nous, quand même, dans la grande force, quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, c'est carré, on a un programme, une équipe et un seul candidat », en fait, même, c'est agréable. Oui, c'est pas juste que c'est carré et que nous, on est en ordre de bataille alors que les autres sont aux fraises en train de faire je ne sais quoi. C'est que c'est agréable, en fait, de ne pas passer son temps à critiquer les camarades avec qui tu mènes la lutte, à baver les uns sur les autres, à faire des complots les uns sur les autres, ce qu'ils ne cessent de faire. Et puis peut-être que, quand même, en conseil qu'il faudrait leur rappeler...
comme ils s'appellent souvent la gauche non mélenchoniste, détester Mélenchon et la France insoumise, ce n'est pas un programme. Et donc, en petit conseil pour eux, il ferait mieux d'arrêter de parler de nous, d'arrêter de parler sans cesse de Jean-Luc Mélenchon, et puis peut-être de commencer à faire des propositions au pays. Pour parler de ces anciens alliés du nouveau Front populaire, de la NUPES, de l'extérieur, on a l'impression que ça s'est fracturé toujours sur des sujets qui touchent les personnes racisées ou qui sont en lien en tout cas avec des personnes racisées, que ce soit la cause palestinienne, les violences policières que certains alliés à gauche ont beaucoup utilisé pour créer un clivage. Comment tu l'expliques ? Parce que de l'extérieur, j'ai posé la même question à quasiment tous les responsables politiques qu'on a eu sur le fauteuil. Déjà, je trouve ça vraiment intéressant comme analyse, parce que je trouve ça juste. Et ça permet de dépasser ce qui est généralement dit sur NUPES, NFP, c'est-à-dire en gros, la France insoumise était méchante, et on parle trop fort, et voilà pourquoi ça s'est brisé. Donc c'est juste. Alors comment on l'explique ? Alors, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses. La première chose, c'est que je pense que il y a beaucoup de ces formations politiques qui ne sont pas au clair sur ces questions-là. D'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais on voit, certains ne veulent pas utiliser le terme d'islamophobie, ne sont pas au clair sur l'antiracisme. On le voit très très bien en ce moment avec certains. On n'a pas parlé de la BD de Reform Challenge. Voilà, exactement. Il y a une question, je pense aussi, d'être pris dans un système de respectabilité, de plaire à l'officialité médiatique. D'avoir peur en fait de prendre des positions et de tenir bon sur des principes. Nous, quand même, le gros avantage qu'on a maintenant, c'est que certes, on nous a fait toutes les polémiques du monde, mais au moins, nous, on sait tenir un rapport de force. Et on n'a pas peur de prendre une position sur ce qu'elle nous coûterait ou pas. Enfin, je veux dire, on prend des positions quand on pense qu'elles sont justes, quand elles correspondent à nos principes, quand elles aident des luttes, y compris. Donc ça, je pense que ça, c'est une grosse force qu'on a et que d'autres n'ont pas. Et puis, y compris parce que, nous, on est assez homogène politiquement, et y compris tout ce dont on disait, dans lequel on a avancé au fur et à mesure, sur violence policière, islamophobie, antiracisme, sur lequel, on a toujours tous des progrès à faire, mais n'empêche qu'on avance beaucoup, y compris programmatiquement. Nous, on a avancé tous ensemble. Dans d'autres partis, en fait, il y en a une petite partie qui vont dire islamophobie, et puis l'autre partie va contredire ça. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme d'homogénéité politique chez nous. Et puis après, je pense qu'on nous fait subir, à nous, la France insoumise, ce qu'on fait subir aux habitants des quartiers populaires, en fait. Il y a une forme de mépris qui est insupportable. Enfin, il faut quand même voir... c'est des formations politiques qui, par exemple, pour certaines d'entre elles, vont être aux côtés des agriculteurs quand ils manifestent, avec un gouvernement qui dit, face à la souffrance, on n'envoie pas des CRS. Mais quand il y a des jeunes qui se mobilisent en disant, on refuse qu'il puisse nous arriver, comme c'est arrivé à Naël et malheureusement à beaucoup d'autres jeunes, c'est-à-dire qu'on puisse juste nous mettre une balle dans la tête lorsque on est dans une voiture, ou même lorsqu'on tente de nous arrêter, voilà. Quand il y a des habitants des Outre-mer qui demandent juste l'accès à l'eau et qu'on leur envoie le GIGN et le RAID, comme ça a été fait en Guadeloupe, qu'on va gazer directement des soignants et des patients en Martinique au moment des manifestations, au moment du Covid. Mais même pendant les Gilets jaunes, par ailleurs. Donc tout ça, Les Gilets jaunes, c'était quelque chose qu'on disait. C'était la première fois qu'on voyait des gens traités comme des habitants des quartiers populaires. Donc je pense que c'est un peu nous traiter comme ça. C'est-à-dire que dans l'entre-deux tours, on est très sympathique quand on n'y est pas pour essayer d'avoir nos voix. Là, on est sympathique avec nous. Et puis le reste du temps, il y a une forme de mépris qui est insupportable. Et puis je pense que nous aussi, la force qu'on a, qui est différent pour le coup d'autres, c'est que nous, on a quand même un lien constant qui est beaucoup plus fort avec les luttes, les collectifs, bref, tous ceux qui font aussi la vie démocratique du pays, qui fait que, on est plus en phase aussi sur tous ces sujets-là. Avec du recul, maintenant, est-ce que tu te dis que cette alliance elle était positive, elle était utile, parce que on a reçu Philippe Poutou récemment dans le fauteuil, qui lui, pour le coup, pensait que ce format d'alliance était positif, mais d'autres à l'extrême gauche, comme Révolution Permanente ou Lutte Ouvrière, ils vous reprochent d'avoir réhabilité le Parti Socialiste, finalement. Ça existe chez nous, ce débat aussi. Oui, il y a beaucoup d'insoumis aussi qui
qui disent que voilà, le PS est extrêmement problématique. Et je veux dire, c'est quelque chose qui circule très largement, y compris dans les rangs insoumis, hein, plus jamais PS. Bon, la NUPES puis le nouveau Front populaire, ça a été inscrit quand même dans des contextes. Et notamment, si la NUPES a pu se faire, c'est parce qu'il y a eu un rapport de force qui a été décidé par les électeurs et les électrices lors de l'élection présidentielle, où nous, on fait 22%, et tous les autres font moins de 5%, avec le Parti socialiste qui fait 1,7% à l'époque. Donc, qui, en gros, dans le rapport de force, nous permet d'avoir un programme de rupture. Bon, maintenant, les choses, elles ont... Alors, bon, ça a eu un effet de démonstration quand même, de dire, pour tous les gens qui nous décrivent comme des sectaires, à chaque fois, c'est nous qui avons permis à chacun d'avoir un groupe parlementaire. Donc ça a eu un effet de démonstration. Après, aujourd'hui, ce qui reste, il y a un bloc de la censure, en fait, de la rupture qui existe encore, qui permet encore de faire des choses et de discuter. Après, avec le Parti socialiste, c'est très compliqué, voire impossible. Enfin, je dirais, y compris d'ailleurs dans le vocabulaire qu'ils utilisent, ils ont changé d'alliance, en fait, ils ont changé de camp. Quand ils décident de ne pas censurer le gouvernement Le Cornu, de fait, ils rentrent dans une majorité, dans un soutien sans participation au gouvernement. Et puis, quand ils ne cessent de pointer Jean-Luc Mélenchon comme étant le moins bon candidat au second tour de l'élection présidentielle, alors qu'eux-mêmes n'ont aucun candidat qui pourrait aller au second tour, à un moment, je veux dire, si on est contre l'extrême droite, même si on n'est pas contre l'extrême droite, mais notamment, on va dire encore plus, si on est contre l'extrême droite, il faudra choisir son camp. Hein. Oui, c'est la fameuse phrase de à la fin, ce sera nous contre eux. On va revenir un peu sur toi. Tu présides un groupe de 71 députés, avec beaucoup de personnalités fortes, de personnalités différentes. C'est quoi ton boulot au quotidien ? Alors, mon boulot au quotidien, c'est que nous sommes effectivement 71 députés. Après, il faut imaginer qu'un groupe parlementaire, c'est un vrai collectif humain. Il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins. Notamment, du coup, ça donne à peu près 300 collaborateurs et collaboratrices à la fois de groupes et de députés. Donc, c'est un vrai collectif à animer. Oui. Mon boulot, évidemment, c'est l'animation du collectif en général. Bon, je ne suis pas toute seule à faire ça. J'ai 2 vice-présidents. J'ai Marianne Maximi et Adrien Clouet qui sont vice-présidents du groupe. J'ai un bureau qui se réunit toutes les semaines, donc qui permet de faciliter aussi toutes les affaires courantes du groupe, choisir toutes les semaines les questions au gouvernement, les textes qui vont être déposés par le groupe, etc. Et puis, évidemment, de tenir le cap politique de de jamais oublier pourquoi et pour qui on est là. Et notamment, une des choses qu'on a théorisées très vite en étant à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle un pied dedans, un pied dehors. C'est facile à comprendre. Un pied dedans, c'est-à-dire dans les luttes parlementaires, faire comprendre à l'extérieur ce qui est en train de se passer, les mauvais coups du gouvernement, essayer de les déjouer, puisque maintenant c'est possible, vu qu'ils sont une minorité, ce qu'on a réussi sur la loi Yadan, ce qu'on a réussi sur le 1er mai, etc. Et puis, un pied à l'extérieur, donc à chaque fois dans les luttes, et de faire rentrer aussi les revendications à l'intérieur de l'hémicycle. Est-ce que cette peur que l'institution vous influence trop et vous formate ? Oui. Mais parce que l'Assemblée nationale, c'est impressionnant là-dessus. Je veux dire, il y a vraiment un côté les ors de la République. Je veux dire, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous pouvez manger à l'Assemblée nationale. Il y a des restaurants, ce qui est assez logique pour que les gens puissent se restaurer. Mais du coup, il y a des restaurants à l'Assemblée nationale. Vous pouvez retirer de l'argent. Il y a un bureau de poste. Il y a un coiffeur. Il y a une buvette parlementaire. Donc, en fait, assez rapidement, si vous ne voulez pas sortir du tout de l'Assemblée nationale, vous pouvez ne pas sortir une salle de sport, que Benalla disait qu'il fréquentait très souvent, n'est-ce pas ? Donc, en fait, si vous ne voulez pas sortir de l'Assemblée nationale, vous pouvez ne pas sortir de l'Assemblée nationale. Et c'est évidemment extrêmement dangereux. Donc, oui, nous, on fait attention. Et puis, y compris, il y a des impératifs dans le groupe parlementaire qui nous semblent hyper importants. Par exemple, sur la question de tout ce qui est les droits fondamentaux. Comme on a un gouvernement qui, à peu près tous les 6 mois ou 1 an, nous pond des lois plus répressives sur la question de la justice, de la prison, etc. Nous, tous les députés de mon groupe ont déjà été au moins une fois en prison. Tous les députés de mon groupe ont été au moins une fois dans un centre de rétention administrative. Et je considère que c'est primordial si on veut comprendre de quoi on parle, parce que c'est pas du tout la même chose de dire ah oui, mettons de la prison à tout le monde, arrêtons tout le monde dans des centres de rétention administrative, après avoir vu ce que ça voulait dire concrètement. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on fait attention.
Et puis après, la vie parlementaire, on a de la chance, hein. Nous, on est des militants, on est payés à militer, c'est extraordinaire. On a une chance incroyable d'être élus. Et donc, c'est aussi hyper riche dans les gens qu'on va rencontrer, les associations, les collectifs, les syndicats avec lesquels on va construire des propositions de loi, avec lesquels on va pousser des textes de loi. Par exemple, la nationalisation d'ArcelorMittal qu'on a gagné dans la niche précédente en novembre. Tout ça, ça se construit avec les uns et les autres. Et ça, c'est une chance extraordinaire qu'on a. T'en parlais en début d'interview, quand tu étais arrivé au Front de Gauche, tu disais, au Front de Gauche Sciences Po, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de nanas. Et tu es une des rares femmes à ce niveau de visibilité, disons de responsabilité à gauche. Est-ce que tu le vois dans ton quotidien, ce traitement différent? Est-ce qu'à l'Assemblée, tu le remarques, la violence qui peut s'exercer contre les femmes politiques? Ah oui, très clairement. Je veux dire, les femmes, tout y passe. Hein, la manière dont on s'habille, notre physique, notre vie privée. Et d'ailleurs, le pire étant probablement pour des femmes qui, en plus, sont arabes ou noires. Je pense à la violence qu'a subie à de multiples reprises mon ami Daniel Obono, Nadège Abomangoli, Rima Hassan, qui est quand même un des exemples du harcèlement qui est fait contre Rima. Donc ça, c'est encore pire pour elle. Donc oui, on voit bien la violence qui est déployée contre les femmes. Et oui, il y a un traitement qui reste différencié, ça c'est une évidence. À gauche, comment ça se manifeste? Est-ce que tu vois qu'il y a sur quels angles la gauche doit encore faire des efforts là-dessus? Surtout, en fait, c'est un peu comme quand on parle de racisme. Je veux dire, la société, elle reste patriarcale. Donc en fait, tous les mouvements politiques, même lorsqu'ils essayent de faire toujours mieux, sont traversés par des choses qu'il y a dans la société. Donc, il y a plein de choses. Nous, on fait, à chaque élu, à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, on fait des formations, notamment sur la question du sexisme, notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, formation, ça, on le fait. Et puis après, on essaye... en fait, la meilleure manière de faire en sorte qu'il y ait... Je ne sais pas si c'est moins de violence, mais en tout cas, de permettre à d'autres femmes d'avoir leur place plus facilement pour la suite, c'est qu'il y ait plus de femmes aux responsabilités. Et pour le coup, moi, je suis présidente du groupe. Donc, j'ai une vice-présidente, Marianne Maximi. Il y a 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale, Nadège Abomangoli, qui est quand même la première femme noire à occuper ce poste, et Clémence Guettet. Ensuite, au Parlement européen, on a la coprésidente du groupe de la gauche européenne, qui est Manon Aubry. On a la présidente de notre délégation, qui est Marina Mesure. Donc, ça aussi, c'est une manière... d'aider, on va dire, à ce que d'autres femmes aussi aient leur place. Et puis, je le dis parce que, en fait, mine de rien, on a eu assez peu de femmes en politique Enfin, assez peu. Il y en a eu, hein. Mais en fait, il reste, et ça c'est assez intéressant aussi, il reste à inventer, c'est quoi être des femmes en politique. Parce que, par exemple, moi, on me reproche beaucoup d'être une femme extrêmement dure, agressive, qui... C'est le cadrage médiatique, oui. Oui, mais en fait, aussi parce que si j'étais un homme, on dirait de moi que je suis un tribun. Parce qu'en fait, je fais des discours avec des millions de vues. Mais comme je suis une femme, je ne suis pas un tribun. D'ailleurs, il n'y a pas de féminin à ça. On ne va pas dire que je suis une tribune, quoi. Mais du coup, ça donne des traitements différenciés qui, d'ailleurs, se voyaient beaucoup, par exemple, dans les invitations médiatiques. Hein. Moi, il a fallu attendre que je sois présidente du groupe parlementaire officiellement, alors que j'étais vice-présidente depuis 2 ans et demi du groupe, pour que je sois enfin invitée dans les médias. C'est-à-dire que j'ai mis 5 ans à être invitée dans les médias. Mais même dans les médias, il y avait un cadrage assez bizarre où si c'est toi qui es en train de confronter un journaliste en contradiction, etc., ensuite l'analyse, ça sera la colère, la gestion des émotions, etc. Si c'est un homme, ça sera punchliner, il est fort en débat. Ah oui, ça reste de manière très forte, ça c'est clair. Pour la transition, c'est la Nouvelle-France. Peut-être que ça fait partie justement de cette Nouvelle-France. C'est quoi exactement? Et dans la foulée, pour faire le lien avec ce qu'on entend
en ce moment. Est-ce que tu regrettes qu'à gauche, il y a de plus en plus de gages qui sont donnés à la droite, notamment sur l'immigration ou le racisme? Je pense aux récentes déclarations de François Ruffin sur l'immigration du travail, des personnalités du Parti socialiste qui refusent d'utiliser le mot islamophobie. Il y aurait plein d'exemples à prendre, hein, mais cet alignement... On aurait pu citer Roussel aussi. Oui, j'avais pas de citation en tête, mais ça, il y en a plein. Oui, il y en a plein. mais oui, est-ce que ces gages, tu les regrettes et globalement, est-ce que ça vous met dans une position compliquée c'est plus que les regretter. En fait, c'est aberrant de se dire de gauche et de céder comme ça du terrain à l'extrême droite. En fait, il s'aligne sur les fantasmes de l'extrême droite, qui encore une fois ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce que dans les médias, CNews, suivis par d'autres qui les imitent, on parle sans cesse d'immigration, d'insécurité par des immigrés ou je ne sais quoi. Que c'est la réalité de ce que les gens vivent. Faut se rappeler, par exemple, dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes, quand les chercheurs ont analysé les cahiers de doléances des Gilets jaunes, les premières questions qui revenaient sans cesse, c'était l'éducation des gosses, le pouvoir d'achat, des choses qui n'ont rien à voir avec les fantasmes qu'a l'extrême droite. Donc en fait, c'est lamentable de reprendre les thèmes de l'extrême droite en pensant que c'est comme ça qu'on pourra vaincre l'extrême droite. On ne vaincra l'extrême droite qu'en étant clair sur ses principes et en ne cédant pas un pouce à l'extrême droite sur les questions du racisme, sur les questions d'immigration, sur toutes ces questions-là. Tous ceux qui, en fait, leur cèdent du terrain, à chaque fois, les font avancer parce qu'en fait, ils rentrent dans leur cadre idéologique. Tout comme l'extrême droite devient fréquentable parce qu'on la fréquente, l'extrême droite devient acceptable parce qu'on accepte ses thèses. Et donc, il faut être absolument strict sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Donc, ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ, parce qu'il faut prendre un point de départ pour comprendre d'où on parle, si on prend 1958, qui est la constitution de la Ve République, on a un peuple qui a profondément changé depuis 1958. Je veux dire, les femmes ont conquis des droits nouveaux, notamment le droit à l'avortement, mais beaucoup d'autres. L'homosexualité était pénalisée à cette époque. Vous aviez, par exemple, dans les années 70, une famille sur 10 qui était une famille monoparentale, généralement une femme avec des enfants, disons-le plus simplement, puisque c'est généralement ça. Aujourd'hui, c'est une famille sur 4, donc il y a des nouvelles formes de famille. Il y a, ça c'est un chiffre c'est ça qui fait souvent réagir les fachos, mais il y avait un Français sur 10 qui avait des grands-parents aujourd'hui, c'est un Français sur 3 aujourd'hui qui a des grands-parents étrangers. Et ça, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, la France qui s'assume dans l'entièreté de son peuple, c'est aussi celle qui peut regarder vers son avenir et créer des choses nouvelles. Et notamment, une des choses vers on projette la Nouvelle-France, c'est la question de la 6e République et du pouvoir au peuple et sur la manière dont, à partir de ce pays tel qu'il est aujourd'hui, et non pas des fantasmes de l'extrême droite, comment est-ce qu'on fait peuple ensemble, et notamment comment est-ce qu'on réécrit une constitution qui permet de récupérer le pouvoir à un homme et un seul, c'est-à-dire un président qui a des pouvoirs absolument démentiels, comme on l'a vu notamment avec Macron au moment de la retraite à 64 ans. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure la séquence. Pour finir sur le fauteuil, on pose toujours des questions un peu culturelles. Je voulais te demander 3 morceaux que tu écoutes en ce moment. Ou que tu voudrais recommander, en tout cas. Alors, 3 morceaux. Je recommande Racaille de Kerry James. J'adore écouter ça en allant dans l'hémicycle. Je trouve que le texte est incroyable. Ensuite, quand même, petite pensée pour le peuple libanais, avec la guerre que leur mène Netanyahou. Mashrou Laïla, 3 minutes. Et puis, la dernière, c'est un ami qui m'a fait rencontrer un chanteur haïtien qui est très populaire en Haïti, qui est un super chanteur. Donc, je vous recommande d'aller écouter, qui s'appelle Wouli Saint-Louis Jean, qui a fait des chansons qui sont extrêmement belles, dont beaucoup sont en créole haïtien.
Voilà. Et qui est, c'est quel style à peu près? Alors lui, il adore la chanson française, il adore Brassens, il adore Ferrat. D'ailleurs, il m'en a joué. Donc c'est un parolier vraiment. Enfin, c'est vraiment des très très belles chansons. Ok. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vu? Au concert de Médine. Justement, c'était quoi ton dernier concert? En vrai, c'est mon dernier vrai concert, le concert de Médine. Ouais, malheureusement, je ne prends pas assez le temps d'y aller. Mais, entre-temps, comme il y a eu une campagne municipale, j'ai notamment été à Brest. Et j'ai donc vu un petit concert lors du meeting que je faisais à Brest pour aider notre candidate, qui s'appelle Armelle le Malabar, et qui a fait une chanson super, qui a fait un buzz sur Internet, qui s'appelle Bienvenue à Brest. Et qui dit notamment dans cette chanson, ils veulent que je parte, mais je reste. Et puis, bon, c'est une chanson qu'il a fait dessus. C'est vraiment super. Donc, vous pouvez écouter. Allez. Un film ou une série qui t'a plu récemment, qui t'a surprise? Alors, récemment, j'ai regardé 2 films d'Abderrahmane Sissako. Qui est un réalisateur qui est né en Mauritanie et qui a grandi une partie de sa vie au Mali, qui a fait 2 films que j'ai trouvés superbes, vraiment, notamment les images sont incroyables. Donc l'un, c'est Bamako. Bamako, c'est un procès par la société civile, notamment du FMI et autres, et d'autres institutions internationales qui étranglent le peuple. Donc c'est super à regarder. Et puis l'autre, c'est Timbuktu, qui là raconte comment des djihadistes en fait essayent d'imposer au peuple malien des lois de fondamentalisme religieux, avec la résistance du peuple malien qui est vraiment assez merveilleuse. Par exemple, il y a cette poissonnière qui dit mais comment vous voulez que je mette des gants alors que je dois réarroser régulièrement mon poisson? Il y a donc cette chasse qui est faite à la musique, et puis donc on voit des sortes de miliciens qui sont en train de chercher d'où vient la musique un soir, et puis qui appellent le chef quand finalement ils trouvent la musique, parce qu'ils sont assez embêtés parce que ce sont des musiques à la gloire de Dieu, donc ils ne savent plus s'ils doivent arrêter, pas arrêter. Il y a l'interdiction de jouer au foot, donc on voit par exemple ces jeunes qui sont en train de jouer sans ballon, qui est une scène absolument magnifique, où du coup ils passent à côté puis ils peuvent rien faire puisqu'il n'y a pas de ballon, donc théoriquement ils ne jouent pas au foot. Et c'est très beau. C'est aussi très dur comme film, mais je vous recommande de le voir. Vraiment, c'est magnifique. En tout cas, c'est très bien vendu. Un bouquin que tu ferais lire à tes adversaires? Au départ, je voulais dire Le temps des salauds de Hugues Jalon, qui montre justement comment l'extrême droite devient fréquentable à force qu'on la fréquente, et qui fait un bon inventaire de tout ce que la Macronie a fait pour aider l'extrême droite. Mais en fait, je pense que je leur ferai lire Les Racines du ciel de Romain Gary. Les Racines du ciel, donc c'est dans l'histoire de ce livre, c'est un personnage qui s'appelle Morel, qui lutte pour protéger les éléphants, notamment du braconnage et autres, des trafiquants d'ivoire, en disant les éléphants, c'est la manifestation la plus maladroite de la vie sur Terre. Donc si on protège les éléphants, on protégera tout le monde dans le monde, dans l'humanité. Et en fait, ça vient d'une histoire plus longue, parce que ce personnage, en fait, a été dans des camps de concentration, a été enfermé dans des camps de concentration. Et un jour, dans son baraquement, tout le monde a un moral d'enfer. Ce qui inquiète beaucoup les nazis, de voir tous ces prisonniers qui ont un super moral. Donc, ils les torturent pour essayer de savoir ce qui se passe et tout. Et en fait, ils ne le savent jamais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un d'entre eux qui a dit à tous les autres « Les gars, j'ai une super idée. Pensez à une immense plaine et à un troupeau d'éléphants qui courent en liberté. » Et en fait, c'est l'image de la liberté absolue. Et en fait, donc, chacun se met à penser à ces éléphants qui courent. Chacun commence à adopter son propre éléphant. Et lorsqu'il meurt, à transmettre son éléphant à un autre prisonnier. Et en fait, je leur ferai lire ça parce qu'il y a des choses chez l'être humain qu'on ne pourra jamais arracher. Une envie de liberté qui est inarrêtable et qui est un ressort qui existe chez tous les êtres humains, et avec parfois besoin que certains se lèvent ou haussent la voix pour que d'autres puissent suivre. Mais il y a quelque chose chez l'être humain qu'on n'arrivera jamais à nous arracher. Et je trouve que pour leur dire « vous ne viendrez jamais à bout de nous », que c'est une bonne manière de leur dire aussi. C'est très beau. Et je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Ça me rappelle les images pendant le génocide à Gaza, des enfants qui jouaient au foot ou qui allaient sur la plage
Et ensuite, c'était repris en France par la droite, Alexandre qui disait bon, regardez-les, ils sont. Et c'était vraiment cette envie de liberté qu'ils veulent aussi qu'ils les travaillent, comme ce que tu disais, où tu disais ils supportaient pas de voir des gens trouver un peu de joie. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'avoir été avec nous. Pour que ce format puisse continuer d'exister et qu'on puisse recevoir de nouveau Mathilde Panot si elle a envie d'en revenir, allez sur cap-sur-les-10k.lemediatv.fr. On a besoin de vous pour continuer à produire ce genre d'émissions et tous les formats qu'on fait. Donc n'hésitez pas à devenir un abonné mensuel du média pour nous garantir cette indépendance et garantir cette lutte que l'on mène contre l'empire des milliardaires et des médias mainstream. Merci beaucoup.